Papa, ouvre cette porte. Oh, c'est mon nom. C'est ma vie. Justine, je suis là. S'il te plaît. Ma fille Mana qui se marie enfin dans la grandeur. Soupir. Je les entends. Leur joie ne fait que me rappeler ma douleur. Mais je dois continuer. Tania, ta sœur lave encore les assiettes depuis l'après-midi. Laisse-la finir. C'est tout ce qu'elle sait faire. Rire. Apporte de l'eau froide. Anna, apporte ça au salon maintenant. Oui. Musique, et ne renverse pas une seule goutte. Je comprends. Mana, apporte du jus tout de suite. N'a-t-elle pas de belles choses? Papa dit qu'elle ne mérite pas de choses chères. Attends, vous êtes sûre d'être jumelles? Parce que celle-là, on dirait qu'elle travaille ici. Rire. Excusez-moi. Et apporte des arachides aussi. Rire. C'est quoi tout ce bruit? Un homme ne peut pas avoir un peu de paix? Le repas est prêt? Oui. Papa. C'est prêt. Papa, on va faire du shopping demain. Bien sûr, bébé. Achète tout ce que tu veux. N'importe quoi pour ma première fille. Tu laves tout avant de dormir. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas venir au monde. Si j'avais su que tu mourrais, je ne l'aurais pas fait. Allaitement et rire. Grognement. Tu fais encore semblant. Arrête de faire semblant. Tu penses que pleurer la fera revenir. Tu as tué ma femme. Tu as tué ma femme. Papa, j'étais juste un bébé. Arrête de m'appeler comme ça. Tu penses que pleurer la fera revenir? Si tu n'étais pas sorti en deuxième, ma femme serait encore en vie. Je suis désolée. Désolée ne me rendra pas ma femme. N'est-elle pas plus âgée que nous? Peut-être qu'elle a échoué trop de fois. Rire. Soupir. Pas maintenant. Mana, nettoie cet endroit. Bien, oui maman. Viens-t'au demain. Oui, maman. Merci, maman. Le transport, tiens. Juste assez pour le transport et un fascicule scolaire. Tu ressembles à une célébrité. C'est parfait pour toi, Tania. Mes hanches deviennent plus larges. J'adore cette robe. Où étais-tu? Au travail, papa. Travail. Travail. Travail inutile. Lave ses vêtements. Où est mon argent? Papa, j'ai vu Mana près de ta chambre. Je n'ai rien pris. Alors pourquoi étais-tu là? Musique, je ne faisais que passer. Menteuse. Voleuse. Après avoir tué ta mère, maintenant tu veux m'achever moi aussi? Je jure que je ne l'ai pas pris. Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce un crime d'être né? Même mon propre père me déteste. Maman, si tu peux me voir, s'il te plaît dis à papa que je ne t'ai pas tué. Allaitement. Toujours en train de pleurer, toujours en train de jouer la victime. S'il te plaît, juste aujourd'hui, comporte-toi bien. Pourquoi restes-tu là comme un fantôme? J'attendais. Peut-être qu'il n'y a rien pour toi. Si tu veux de la nourriture, travaille plus dur ou marie un homme riche. Ou attends, qui voudra t'épouser? Je récupère tout. Pas de monnaie. Pas de monnaie. Oh, je n'ai que ces billets. Pas de monnaie. Pas d'entrée. S'il te plaît, je dois monter. Fascicule requis. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi venir à l'école? Certaines personnes aiment juste souffrir. Mana, serre cette table. Pourquoi es-tu lente comme ça? Désolé, monsieur. J'arrive. C'est tout pour aujourd'hui. Exactement 3500 cents. Juste assez pour le fascicule. Au moins, je peux réussir le test. Maman, laisse-moi t'aider. Ah, ma fille, merci. Oh, Dieu enverra quelqu'un pour t'aider aussi. Amen. Cette gentillesse, cette dignité, mais quelque chose en elle me trouble profondément. Soupir et allaitement. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Je suis si fatiguée et j'ai faim. Je sais. Allons te chercher quelque chose à manger. Soupir. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, n'est-ce pas? Je voulais utiliser mon argent pour le fascicule de l'école. Quel est ton nom? Mana. Mana. Je suis Justine. Je suis désolée. Pourquoi? De manger comme ça. Mange autant que tu veux. Merci, monsieur. Je t'en prie. Reniflement et raclement de gorge. Qui prend soin de toi? Personne. Tu as aidé cette femme même si tu étais faible. Ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Puis-je te revoir? Moi? Oui, toi. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Personne ne m'a jamais dit ça auparavant.
Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci. Musique. Pourquoi souris-tu comme une imbécile? Rien. Je sais que tu caches quelque chose. Laisse-moi voir ça. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Je le savais. Tu ne peux pas me tromper. Pour la première fois depuis des années, je me sens en sécurité en tenant cette carte. Je peux enfin dormir après si longtemps. Peut-être que Dieu ne m'a pas oublié après tout. Pourquoi restes-tu là? Je voulais sortir pour balayer dehors. Musique. Justine, que fais-tu? Papa, qui est-ce? Je ne sais pas, mais il arrive à la porte. Justine, où crois-tu aller? Papa, il est venu pour moi. Plus maintenant. Musique, bonjour, monsieur. Je cherche Mana. Pourquoi la voulez-vous? Parce qu'elle me plaît. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Tais-toi. Cette voiture vaut une fortune. Père, s'il te plaît. Tu veux cet homme? Je dois l'avoir. Mais alors tu seras Mana à partir d'aujourd'hui. Papa, s'il te plaît. Il a demandé après moi. Tu ne mérites pas un tel homme. S'il te plaît, laisse-moi juste lui parler. Personne ne veut de toi. Accepte ton sort. Pleurs. Grognements et rires. Justine, je suis là. Je suis là. Tania est ma sœur jumelle. Ils m'ont caché ici pour que Justine ne me voie pas. Désolée de t'avoir fait attendre, Mana. Oui, tu sembles différente aujourd'hui. Je suis timide. Tu n'as pas besoin d'être timide avec moi. J'avais peur de ne pas te trouver. Je ne sors pas beaucoup. Ma fille est très bien élevée. Je m'en rends compte. Je reviendrai demain. J'attendrai. Musique. C'est mon nom. C'est ma vie. L'homme riche nous a cru. Pourquoi, papa? Pourquoi? Je ne t'ai pas pris maman. Je le jure. Rire. Sors de là. Est-il encore là? Ne t'approche plus jamais de cet homme. Bonjour, sœur. Réponds-lui. Bonjour. Il revient encore aujourd'hui. Chambre du fond. S'il te plaît, laisse-moi juste lui parler. Tu veux gâcher l'avenir de ta sœur? L'avenir de ma sœur. Je t'ai apporté quelque chose. Tu n'aurais pas dû. Je le voulais. J'entends des sacs bruisser. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Je dois rester silencieuse. Je pensais que ça t'irait bien. C'est magnifique. J'espère que tu apprécies cela. Je voulais que cette journée soit spéciale pour toi. Musique. C'est charmant, mais tu n'étais vraiment pas obligé. J'insiste. Tu le mérites. Des boucles d'oreilles iraient parfaitement avec. Merci. C'est tellement spécial, mon amour. Cette soirée est parfaite. C'est d'être ici avec toi. Tu représentes tout pour moi. Bonsoir. Musique, votre plat principal. Merci pour la dame. Notre plat signature. Oh, ça a l'air merveilleux. Merci. C'est certain. Ah, Mana, tu ne m'appelles plus. Bonjour, maman. Combien pour ce petit-là? Pour toi, Mana. Prix spécial, 2000. Maman, je n'ai que 15. Tout coûte cher maintenant. Je comprends maman, c'est bon, viens, prends. Maman, c'est plus que prévu. Prends-le. Je te vois, tu fais des efforts. Merci maman, que Dieu te bénisse. Cette fille, sa vie n'est pas facile. C'est la fille de Samuel? Oui, la deuxième, celle qu'il blâme pour la mort de sa mère. C'est parce qu'elle est sortie la dernière que la mère est morte, et le père a mis de la haine dans sa tête. Mais la première fille, Tania, celle-là profite de la vie, de nouveaux vêtements chaque semaine, alors que celle-ci porte toujours la même robe. Cette pauvre fille, ça me brise le cœur pour elle. Dieu se souviendra d'elle un jour. Finis tout, finis tout. Au moins, ils mangeront. Soupir et allaitement. Pourquoi me fais-tu ça? Parce que je le peux. Il m'a choisi. Tout ce qui t'appartient devrait m'appartenir. Nous sommes jumelles. Comment peux-tu me haïr à ce point? Parce que tu étais celle que tout le monde plaignait, et moi j'étais invisible. Tania, veux-tu m'épouser? Oui. Cette carte est tout ce qu'il me reste de toi. Je pensais qu'elle apporterait de l'espoir, mais elle ne fait que me rappeler ce que j'ai perdu. C'est juste de la douleur maintenant. Ça n'a jamais été à moi. Musique. Je me sens radieuse mais aussi très nerveuse. C'est naturel d'être nerveuse, Tania. Mais je me sens triomphante. Cette robe, ce moment. Tu ressembles à une reine. Tu es prête. C'est aujourd'hui le grand jour.
Madame, vous êtes rayonnante. Bien sûr. Ma fille qui se marie dans une famille de milliardaires. Papa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Grognement, s'il te plaît. Halètement. Ce mariage va faire du bruit. Oh, c'est un milliardaire qu'elle épouse. Et, un milliardaire. Pas étonnant toutes ces décorations. Ça va être grandiose. Les gens s'en souviendront. Il est si beau. Justine. Justine, je suis là. S'il te plaît. Est-ce que Mana va bien? Rire. Bien sûr. Elle est juste nerveuse. Justine, mon amour, je suis là. Tu es magnifique. Musique, merci. Es-tu sûre que ça va? Juste nerveuse. Je vous déclare maintenant mari et femme. Je suis si heureuse. Moi aussi. Consentez-vous à prendre? Non, non, non. Je suis si heureuse mais aussi nerveuse pour la suite. Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous affronterons tout ensemble. J'ai confiance en toi. Allons-y, sors et nettoie la maison. Ils sont partis. Bien sûr, madame est partie chez son mari. Justine et Mana. Allètement. Vis bien avec ma vie. Enfin. Bonjour, Marie. Bonjour. Cette maison est trop calme. Nous avons besoin de plus de personnel. Tu m'avais dit auparavant que tu préférais une vie simple. Oh, j'ai changé. Je suis désolée, madame. Êtes-vous aveugle? C'est inacceptable. Nettoyez ça maintenant. Oui, madame. Tout de suite. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle a disparu? Et maman, tu es jolie aujourd'hui. S'il te plaît, ne fais pas ça. Allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit arrête. C'est inapproprié. Mana. Tu te trompes. Non. Pourquoi es-tu ici? Je travaille ici. Travailler? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une jumelle? Tu sais, je l'ai découvert récemment. S'il te plaît, retourne auprès de ta femme. Quelque chose ne va pas. Je peux le sentir. Tu l'as choisi, pas moi. Je t'ai choisi. Non, tu ne l'as pas fait. Tu l'as épousé pendant que j'étais enfermée. Qu'est-ce que musique tu viens de dire? Enfermée ou? S'il te plaît, oublie ce que j'ai dit. Ouais. Tu l'as épousé pendant que j'étais enfermée. Enfermée. Tania, chérie, es-tu toujours bénévole à l'église? L'église. Justine a dit que c'est là que vous vous êtes rencontrés. Allètement. Oh, oui. J'ai arrêté. Trouvez tout ce que vous pouvez sur la famille Samuel. Musique surtout sur les jumelles. Ma riche fille. Bonjour, papa. C'est tellement musique bon de te voir. As-tu parlé à Justine? Non. Ne mens pas. Tu m'as déjà tout pris et je vais le garder. De quoi vous disputez-vous toutes les deux? Elle essaie de ruiner mon mariage. Méchante fille. Si tu t'approches encore de Justine, je te jette hors de cette maison. Toutes les preuves sont là, Justine. La preuve que tu voulais. Ils m'ont menti. Ouvre-la. Qu'est-ce que c'est? Vois par toi-même. Musique, ce ne peut pas être vrai. Tout est là. Où était ta sœur le jour de notre mariage? Oh, je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne me mens pas. Je l'aimais et tu m'as laissé musique t'épouser. Je t'aime aussi. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Mon fils, viens chez moi maintenant. Justine, quel est le problème? Explique-toi. Je peux expliquer cela. Donne-moi juste un moment. S'il te plaît, tu dois me croire. C'est un malentendu. Votre fille a dit que Mana était enfermée. Où était-elle? Elle était dans la maison. Enfermée où? Dans la chambre du fond. Ami. Allètement. Rire. Tu l'as emprisonnée pour que j'épouse la mauvaise femme. J'avais peur de te perdre. Tu ne m'as jamais eu. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu as volé mon choix. Sais-tu ce qui fait le plus mal? Elle a quand même pris ta défense. Elle m'a demandé de retourner auprès de ma femme. À partir d'aujourd'hui, ce mariage est terminé. S'il vous plaît, ne nous déshonorez pas. Vous vous êtes déshonoré vous-même. Je viens pour toi, Mana. Père, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Tu dois partir maintenant. Espèce de fille inutile. Papa, tout allait bien jusqu'à ce que tu apportes ta méchanceté dans cette maison. C'est toi qui m'as dit de le faire. N'ose pas me rejeter la faute, papa. Je l'ai fait pour nous. Tu l'as fait pour toi-même. Enfant porte-poisse. Pleurs et grognements. Mana, je suis désolée. J'aurais dû savoir.
J'aurais dû chercher plus loin. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas. Je l'ai épousé, mais mon cœur ne l'a jamais fait. Chaque jour, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Je pensais que j'étais brisée. Ce n'était pas moi. C'était parce que ce n'était pas toi. Je ne veux plus souffrir. Tu ne souffriras plus. Pas à cause de moi. Ni à cause de personne. Parce que tu n'es plus seule. Tu as fait tout ça pour moi. Pour la vérité, et pour la femme que j'aime. Tu es revenue. Je ne suis jamais vraiment partie. Je te choisis, non pas par culpabilité, mais parce que tu es la femme la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais connue. J'ai passé toute ma vie à croire que personne ne voulait de moi. Merci de m'avoir prouvé que j'avais tort. Mana, mon amour, ce n'est que le début. Je promets de te montrer le monde entier. Oh, Justine, je t'aime. Je t'aime aussi. Julien baissa les yeux vers le contrat. C'était le piège qui l'attendait. Il ne ramassa pas le stylo. Au lieu de cela, il regarda Silas directement dans les yeux. Démolir le passé est facile, Silas. Mais parfois, le passé a une manière de revenir à la vie quand on s'y attend le moins. Silas éclata de rire, un sang-froid et satisfait, ignorant que l'équipe de sécurité de Julien venait d'envoyer un signal GPS sur son téléphone. Ils avaient trouvé une femme vendant des paniers dans une ville située à 50 kilomètres de là. Une femme avec un petit grain de beauté près de l'oreille gauche. Le festin était terminé, et la traque de la vérité avait véritablement commencé. La limousine gris anthracite de Julien filait sur les routes sombres s'éloignant d'Okaven, laissant loin derrière elle le palais de l'hypocrisie et les yeux cupides de Silas. Son esprit était une tempête d'images tirées de la lettre. Une jeune mère observant son fils à travers la fenêtre d'une cave. Une femme forcée de devenir un fantôme pour garantir un avenir à son enfant. Chaque kilomètre parcouru par la voiture semblait défaire 20 ans de mensonges. Le signal GPS de son équipe de sécurité conduisit Julien vers une ville poussiéreuse et oubliée. Alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Julien descendit de sa voiture près d'un petit marché bondé. Le contraste était dévastateur. Julien se tenait là, dans son costume à $5000 et ses chaussures cirées, tandis qu'autour de lui, les gens se déplaçaient avec cette fatigue particulière de ceux qui travaillent dur pour très peu. Il se dirigea vers le bord du marché où les vendeurs, qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un étal, étaient assis par terre. Son cœur cognait contre ses côtes, un martèlement douloureux qui rendait sa respiration difficile. Puis il la vit. Une vieille femme était assise sur un tapis mince et déchiré au bord de la route. Devant elle se trouvait une petite pile de paniers tressés à la main. Elle paraissait bien plus vieille que ses 60 ans. La rue a cette façon d'enlever la douceur d'un visage pour la remplacer par quelque chose de plus dur et de plus épuisé. Elle était d'une maigreur extrême, et ses vêtements décolorés flottaient sur sa silhouette fragile. Julien s'arrêta à plusieurs mètres, se cachant derrière un pilier en bois. Il la regarda travailler. Ses doigts bougeaient avec une grâce rythmique et exercée. Mais alors qu'elle tendait la main pour prendre plus de paille, Julien vit ses mains. Elles étaient rugueuses et gercées, les articulations gonflées et la peau épaisse après des décennies d'un labeur qui ne s'arrêtait jamais. C'étaient ses mains qui avaient cousu des vêtements pour des familles riches afin de payer ses frais de scolarité lorsqu'il était enfant. Tandis qu'il observait, un chien errant et galeux s'approcha d'elle, ses côtes saillantes sous sa fourrure. La femme interrompit son tressage et plongea la main dans un petit sac en plastique. Elle en sortit un unique morceau de pain sec, probablement son seul repas de la journée. Avec un sourire doux et sincère, elle rompit le pain en deux et l'offrit à l'animal. « Mange, petit » murmura-t-elle, sa voix étant une mélodie douce que Julien reconnut dès ses premiers souvenirs. « Maman est là. Tu n'auras pas faim aujourd'hui. » Julien ressentit une vague de honte mêlée à une rage glaciale envers Silas. Alors que Julien concluait des contrats de plusieurs millions de dollars et vivait dans un manoir ressemblant à un musée, sa mère avait été une mendiante dans sa propre vie juste pour rester assez proche afin d'avoir de ses nouvelles. Elle avait tout sacrifié pendant qu'il croyait au mensonge selon lequel elle ne voulait pas de lui. Il sortit de l'ombre, les yeux brouillés par des larmes qu'il n'avait pas versées depuis 20 ans. Il remarqua un petit grain de beauté près de son oreille gauche, exactement comme le rapport de sécurité l'avait décrit. Ce n'était pas un fantôme, et elle n'était pas morte. C'était une femme au cœur d'or qui avait été jetée par la cupidité, mais qui restait brisée. La femme leva les yeux, remarquant l'homme riche au costume coûteux qui se tenait au-dessus d'elle. Elle ne le regarda pas avec envie ou colère, mais seulement avec des yeux fatigués et calmes. Elle commença à retirer son tapis, pensant qu'elle le gênait. « Je suis désolée, monsieur, »
dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je vais déplacer mes affaires. Je ne voulais pas bloquer votre chemin. Julien ne parvenait pas à retrouver sa voix. Il regarda ses baskets usées et la façon dont elles se faisaient toutes petites pour prendre le moins de place possible. Il réalisa que le vide dans sa vie parfaite était enfin sur le point d'être comblé. Mais d'abord, il devait dire à la femme qui était devenue un fantôme que son fils était enfin rentré à la maison. Julien se tenait au bord du marché poussiéreux, sa respiration courte et saccadée. Pendant 20 ans, il avait vécu avec un trou dans sa vie, un vide créé par la conviction qu'il n'était pas suffisant pour que sa mère reste. Maintenant, en la voyant assise sur un tapis en lambeaux à peine à 10 mètres de lui, ce vide se remplissait d'un mélange d'amour écrasant et d'une fureur glaciale dirigée contre l'oncle Silas. La femme qu'il regardait ne ressemblait pas à la rose colle vibrante de ses souvenirs d'enfance. La rue avait été cruelle avec elle. Elle paraissait extrêmement maigre, sa silhouette si fragile qu'on aurait dit qu'un vent violent pourrait l'emporter. Ses vêtements étaient décolorés et rapiécés, et ses pieds étaient chaussés de baskets usées qui avaient parcouru bien trop de kilomètres. Mais alors qu'elle se penchait pour offrir au chien errant le reste de son pain sec, Julien vit ce cœur d'or qu'aucune pauvreté ne pouvait ternir. « Aujourd'hui sera une bonne journée, mon fils. Je le sens. » Ces mots, qu'elle lui murmurait chaque matin dans leur minuscule cabane, résonnaient dans son esprit. Julien réalisa avec une vague de honte que, pendant qu'il dormait dans des draps de soie et concluait des affaires d'1 milliard de dollars, la femme qui avait rendu son succès possible survivait avec des restes. Elle était devenue un fantôme pour le protéger, une mendiante dans sa propre vie juste pour s'assurer que son avenir soit radieux. Julien sortit enfin de derrière le bois. Il sentit une boule se former dans sa gorge, si grosse qu'il pouvait à peine parler. Il ne se souciait plus de son costume à 5 000 dollars ni des regards des curieux. Il tomba à genoux dans la terre rouge, directement devant elle. « Je ne suis pas une personne importante. Maman, murmura-t-il, sa voix se brisant sous le poids de 2 décennies de larmes réprimées. Je suis juste un garçon qui s'est perdu pendant très longtemps. » Rose se figea, ses mains, serrant encore un panier à moitié fini, se mirent à trembler violemment. Elle leva lentement la tête, ses yeux fatigués et calmes rencontrant les siens. Au début, il n'y eut que de la confusion. Elle voyait un costume coûteux, une montre en or et le visage d'un homme puissant. Mais en regardant de plus près, elle vit le petit grain de beauté près de son oreille qui reflétait le sien. Elle vit les yeux verts du mari qu'elle avait perdu, et l'âme du petit garçon qu'elle avait observé à travers une fenêtre de cave. « Julien, souffla-t-elle, le mot étant à peine un murmure. « C'est moi, maman. J'ai trouvé la boîte. J'ai trouvé la lettre, » dit Julien, les larmes coulant enfin sur son visage. Les paniers tombèrent de ses mains, s'éparpillant sur le sol. Rose laissa échapper un sanglot étouffé et brisé, et tendit ses mains rugueuses pour toucher son visage, comme pour vérifier s'il était fait de chair et d'os ou s'il n'était qu'un autre rêve cruel. « Mon fils, mon beau garçon !» gémissait-elle en le serrant contre sa poitrine. Sa silhouette semblait fragile comme du verre, mais sa poigne était habitée par une force que seule une mère peut posséder. Julien la tint serrée, enfouissant son visage dans son épaule, ignorant l'odeur de poussière et la chaleur du soleil. À cet instant, le géant milliardaire de la technologie disparut. Il n'était plus que Julien. « Tu ne dormiras plus jamais sur ce tapis, maman, » murmura Julien farouchement dans ses cheveux. « Tu as renoncé à ta vie pour que je puisse avoir la mienne. Maintenant, je vais utiliser tout ce que j'ai pour m'assurer que tu n'aies plus jamais à être un fantôme. Et Silas va apprendre que certains secrets ne restent pas enterrés pour toujours. » Il l'aida à se lever, son bras fermement enroulé autour de ses épaules étroites pour la soutenir. Alors qu'il la conduisait vers la limousine qui l'attendait, les villageois regardaient en silence, stupéfaits. Ils ne savaient pas qui était cette femme, mais ils voyaient que le roi avait enfin retrouvé sa reine. La quête de la vérité était terminée. La saison du règlement de compte avait commencé. Julien retourna à Oakhaven plus tard cet après-midi-là, l'esprit tourmenté par des émotions contradictoires. Trouver sa mère vivante avait comblé le vide dans sa poitrine, mais cela avait aussi remplacé son chagrin par un feu froid et calculateur. Il avait laissé Rose en sécurité dans un hôtel haut de gamme de la ville, gardé par ses agents de sécurité les plus fiables. Maintenant, il devait retourner dans les ruines de son passé pour achever ce que Silas avait commencé 20 ans plus tôt. Alors que la limousine franchissait l'entrée du village, Julien remarqua un changement immédiat dans l'atmosphère. Les enfants qui jouaient dans la terre un peu plus tôt furent emmenés précipitamment dans les cabanes par leur mère au passage de sa voiture.
Les hommes appuyés contre les clôtures rouillées ne lui adressèrent pas les hochements de tête curieux du matin. Au lieu de cela, ils le regardaient avec un jugement froid, les yeux plissés et pleins de suspicion. Julien descendit de la voiture sur la place du village, et pour la première fois, il se sentit comme un étranger chez lui. Au centre de la place, l'oncle Silas se tenait sur une estrade en bois de fortune, entouré d'une foule de près de 50 villageois. Silas était en plein discours, sa voix résonnant d'une fausse droiture qui glaça le sang de Julien. « Il revient avec ses chaussures cirées et sa montre en or », criait Silas, pointant un doigt dramatique vers Julien. Il se dit fils d'Ocaven, mais il ne voit pas les gens. Il voit le profit. Il veut démolir vos maisons, les toits que vos pères ont bâtis, juste pour construire un terrain de jeu pour les riches. C'est un magnate sans cœur qui a oublié la boue d'où il vient. Un murmure de colère parcourut la foule. Un vieil homme dont Julien se souvenait comme étant M. Gable, le mari de la femme qui lui avait murmuré la vérité plus tôt, s'avança. Son visage était déformé par un mélange de peur et de trahison. « Est-ce vrai, Julien? Vas-tu nous jeter à la rue comme des déchets ?» Julien ouvrit la bouche pour parler, pour leur dire qu'il construisait un hôpital et des logements sûrs. Mais Silas fut plus rapide. « Ne le laissez pas vous mentir avec ces mots sophistiqués. J'ai vu les contrats. Ils pensent que nous sommes des horreurs qui doivent être démolies. » Julien réalisa, le cœur battant douloureusement, que Silas avait systématiquement empoisonné l'esprit des gens qu'il avait l'intention d'aider. Silas jouait le sauveur du village tout en continuant de détourner les fonds même que Julien avait envoyés pour les protéger. À ce moment-là, un chahut éclata près de la taverne du village. Helena, la jeune serveuse qui avait été gentille avec Julien lors du festin de la veille, était bousculée par deux des hommes de main de Silas. Ils lui criaient dessus, la traitant de traîtresse et d'espionne à la solde du milliardaire. « Tu as pris ses pourboires. Tu as souri à l'homme qui veut nous détruire », siffla l'un des voyous, faisant tomber un plateau de verre de ses mains. Le verre se brisa sur le pavé, un son qui semblait faire écho à l'effondrement de l'espoir de Julien pour une résolution pacifique. Helena ne répondit pas. Elle s'agenouilla simplement dans la poussière pour ramasser les éclats, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Julien se dirigea vers elle, son instinct de protection prenant le dessus, mais la voix de Silas fendit à nouveau l'air. « Regardez-le. Il court vers sa servante, la seule qu'il pense pouvoir acheter. » Julien s'arrêta. Il regarda les visages des villageois, des gens qu'il avait passé 20 ans à vouloir sauver. Il voyait leur colère, mais sous celle-ci, il percevait la pauvreté systémique et la peur que Silas avait cultivée comme un jardin obscur. Il réalisa que tant qu'il se tiendrait devant eux comme un roi, il ne le verrait qu'à travers le prisme des mensonges de Silas. Il devait se dépouiller de son costume, de sa voiture et de ses milliards. Il avait besoin de savoir qui, dans ce village, possédait encore le cœur d'or que sa mère avait décrit dans sa lettre. Il devait voir Ocaven non pas comme un milliardaire, mais comme le garçon avec du carton dans ses chaussures. Le test est passé à une nouvelle étape, se murmura Julien. Il tourna le dos à la foule hurlante et marcha vers sa limousine, ordonnant à son chauffeur de l'emmener dans une ville voisine. Il n'avait pas besoin de complexe hôtelier, et il n'avait pas besoin de contrat. Il avait besoin d'un déguisement. Il reviendrait à Ocaven une fois de plus, mais cette fois, il arriverait sans rien pour voir qui tendrait la main à un moins que rien et qui cracherait sur un homme à terre. Le règlement de compte approchait. Mais d'abord, la vérité devait être testée dans la poussière. Julien se tenait dans l'obscurité de sa vieille cabane d'enfance, l'endroit même où il avait découvert la vérité quelques jours plus tôt. Il regarda le costume à 5 000 $ qu'il portait, symbole du roi qu'il était devenu. Lentement, il commença à l'enlever. Il remplaça la soie fine et la laine par un jean taché de terre et une chemise à carreaux décolorés avec des trous au coude. Des vêtements qu'il avait acquis dans une friperie locale pour cacher son identité. Il alla jusqu'à frotter un peu de terre sous ses ongles et sauta son rasage matinal. Pour la touche finale, il prit une paire de baskets si usées à la semelle qu'il dut plier un morceau de carton à l'intérieur de la gauche pour boucher un trou. Il se regarda dans le miroir fêlé de la cabane. Le milliardaire était parti. À sa place se tenait un homme qui semblait ne pas s'être douché depuis des jours. Un homme dont l'apparence et l'odeur dérangeaient. Il n'était plus le magnate que Silas craignait. Il était maintenant la personne qui arrive sans rien. Julien prit une grande inspiration, vérifia l'appareil d'enregistrement caché dans son col, et sortit dans la nuit du village. Il se dirigea vers la taverne, l'endroit même où Silas célébrait actuellement avec les anciens, buvant du vin acheté avec l'argent de l'entretien volé à Julien. Alors que Julien poussait la lourde porte en bois,
les rires et l'excitation ambiante s'éteignirent instantanément. L'odeur de quelqu'un qui avait vécu dans les rues arrivèrent avant lui, et le petit groupe de personnes rassemblées près de l'entrée recula immédiatement, plissant le nez et détournant le visage. « Julien !» La voix de Silas tonna depuis le bout d'une longue table, mais ce n'était plus le cri chaleureux et cupide du matin. C'était sec et méfiant. « Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi es-tu habillé comme un mendiant? » Julien marcha jusqu'au centre de la pièce, les épaules affaissées et la voix tremblante d'un faux désespoir qu'il avait répété pendant des heures. « C'est fini, Silas !» murmura Julien assez fort pour que toute la taverne l'entende. Le conseil d'administration a découvert les pertes. Les banques ont tout saisi. Mon empire technologique s'est effondré. Mes comptes sont gelés. Mes voitures, mon pantouse, tout a disparu. Il ne me reste plus rien que les vêtements que je porte et cette vieille cabane. Le silence qui suivit fut froid et pesant, traversant la pièce comme une brise hivernale. Silas se leva lentement, son visage transformant son masque de fausse chaleur en un rictus de pure cupidité froide. Il se dirigea vers Julien, ses chaussures cirées claquant sur le sol. Il ne proposa ni main tendue pour le réconforter, ni chaise pour s'asseoir. Au lieu de cela, il regarda les baskets usées de Julien avec mépris. « En faillite !» siffla Silas, la voix dégoulinante de sarcasme. « Tu veux dire que tu n'es plus personne? Tu es revenu ici en promettant des millions. Et maintenant tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir, un rat de rue cherchant l'aumône. »« Je suis ta famille, Silas, » supplia Julien, testant les limites de la cruauté de l'homme. « J'ai besoin d'un endroit où loger juste quelques semaines, le temps de me remettre sur pied. Je pensais qu'Oak Haven était ma maison. » Silas éclata d'un rire froid et joyeux qui ne contenait aucune tristesse. « La famille? Tu n'étais ma famille que lorsque tu signais des chèques, Julien. Tu es aussi instable et faible que ta mère l'était. Oak Haven est un endroit pour ceux qui réussissent, pas pour les perdants incapables de gérer leur propre argent. Nous ne servons pas les gens de ton espèce ici. Sors de ma vue avant que j'appelle la police pour violation de propriété villageoise. » Les villageois, qui lui faisaient des signes de tête quelques heures plus tôt, regardaient maintenant leurs assiettes. Certains murmuraient à propos du magnate sans cœur qui avait enfin ce qu'il méritait. Ils choisirent l'autre côté de la route, exactement comme les gens dans les histoires que la mère de Julien lui racontait sur le vrai cœur des moutons. Mais alors, un petit plateau fut posé sur la table à côté de lui. C'était Helena, la jeune serveuse aux mains rugueuses et gercées, qui avait été malmenée par Silas la nuit précédente. Elle ne regarda pas ses vêtements sales ni ses cheveux en bataille. Elle le regarda dans les yeux avec une inquiétude sincère. Elle poussa vers lui un bol de soupe de légumes chaude et une épaisse tranche de pain. « Mangez, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix étant une mélodie douce dans cette pièce hostile. « Je sais ce que ça fait de voir le monde vous tourner le dos. Ma mère disait toujours que l'argent va et vient, mais que le caractère reste pour toujours. C'est pour moi. Vous n'avez pas à être seul ce soir. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Dans une pièce remplie de gens qu'il connaissait depuis toujours, la seule personne à lui offrir de la compassion était celle qui avait le moins à donner. Il regarda Silas, déjà occupé à dire aux anciens comment il démolirait la cabane des deux mains pour se débarrasser de cette horreur. Julien toucha l'appareil d'enregistrement sur son col et sourit d'un sourire calme et dangereux. Le test était terminé. Il avait trouvé le cœur d'or dans la poussière, et il avait piégé le monstre avec ses propres mots. Le règlement de compte n'était plus un plan. C'était une certitude. Le soleil matinal se leva sur Oak Haven, peignant les rues poussiéreuses de nuances d'orange et d'or, mais il n'apporta aucune chaleur au cœur des villageois. Une réunion obligatoire avait été convoquée sur la place du village, et l'air était chargé d'une tension sourde et lourde. L'oncle Silas se tenait sur une estrade en bois de fortune au centre de la place, portant une chemise blanche immaculée et un sourire suffisant qui glaçait le sang de Julien. Silas leva les mains pour réclamer le silence, agissant comme un sauveur digne du peuple. « Mes chers amis, » tonna-t-il, sa voix résonnant contre la peinture écaillée des cabanes voisines. « Hier, nous avons vu le vrai visage du garçon que nous appelions autrefois un roi. Julien Cole est revenu vers nous avec rien d'autre que des mensonges et un plan impitoyable pour démolir notre histoire. Mais comme vous l'avez vu hier soir, son empire s'est effondré. C'est un perdant en faillite qui est revenu ramper vers nous pour demander l'aumône. » Un murmure de choc et de colère parcourut la foule. « Il voulait nous mettre à la rue !» cria un homme au fond. Silas hocha la tête solennellement, essuyant une fausse larme avec son mouchoir en soie. « Il est aussi instable et faible que sa mère l'était, mais ne craignez rien.
J'ai ici les papiers pour protéger Oak Haven de sa cupidité. À ce moment-là, la foule s'écarta. Julien s'avança vers l'estrade, toujours vêtu des vêtements déchirés et tachés de terre d'un moins que rien. Ses cheveux étaient en désordre et ses épaules affaissées, mais dans sa main, il portait la boîte en métal gris rouillé qu'il avait trouvée sous le plancher. Silas éclata d'un rire froid et joyeux qui ressemblait plus à un aboiement. « Regardez-le! Le milliardaire est revenu mendier devant toute la ville. Garde, expulsez ce rat de rue avant qu'il ne souille la place de sa présence. » Julien ne s'arrêta pas. Il monta les marches de l'estrade, ses baskets usées crissant sur le bois. Il se tint directement en face de Silas, ses yeux durs et froids comme une tempête hivernale. « Je ne suis pas ici pour l'aumône, Silas, » dit Julien, sa voix calme, mais portant un poids qui fit taire toute la place. « Je suis ici pour te donner un choix. Tu peux admettre ce que tu as fait il y a 20 ans, ou je peux laisser le village l'entendre de ta propre bouche. » Silas ricana, se penchant pour que seul Julien puisse l'entendre. « Tu n'es plus personne maintenant, Julien. Personne ne croit à mendiant plutôt que le chef du village. Ta mère est morte comme un fantôme instable, et tu mourras fauché comme elle. » Julien sortit son téléphone de haute technologie de sa poche, le seul objet qui trahissait sa véritable richesse. En quelques pressions rapides, il le connecta au vieux système de haut-parleurs du village, celui que Silas avait utilisé pour son palais d'hypocrisie. Soudain, une voix tonna à travers la place. C'était la voix de Silas, enregistrée quelques heures plus tôt dans la taverne. « La famille? Tu n'étais ma famille que lorsque tu signais des chèques, Julien. Je ne t'ai toléré que pour les milliards. J'ai chassé cette femme sous la pluie il y a 20 ans parce qu'elle était une verrue dans mes plans. J'ai volé l'héritage et je le referai. » Le silence qui suivit fut froid et pesant, s'étendant sur la place comme une ombre. Le visage de Silas devint blanc comme un linge, sa bouche s'ouvrant de choc alors qu'il regardait les villageois qui lui avaient fait confiance pendant des décennies. L'enregistrement continua, diffusant le son de Silas se moquant des mains gercées de rose et se vantant des comptes aux îles Caïmans où il avait caché l'argent de Julien. Julien se redressa, le déguisement de mendiant s'effaçant alors que son autorité naturelle revenait. « Tu ne m'as pas seulement volé mon argent, Silas, » dit Julien, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Tu as volé une mère à son fils. Tu as volé 20 ans de paix à ce village. Le test est terminé, et le monstre a enfin été démasqué au grand jour. » Silas chancela, réalisant que l'homme devant lui n'était pas un perdant en faillite. C'était un fils qui avait enfin ramené la vérité à la maison. L'immobilité glaciale qui suivit semblait geler l'air de la place. Les villageois regardaient Silas avec des yeux pleins d'horreur. L'homme qu'ils appelaient leur chef venait d'être démasqué comme un monstre ayant échangé la vie d'une mère contre quelques sacs d'or. Silas, sur l'estrade, tremblait si violemment qu'il dut s'agripper à la rambarde. Son visage était maintenant de la couleur de la cendre. « Tu es un menteur !» cria une voix dans la foule. C'était M. Gable, le visage tordu par la culpabilité d'avoir cru Silas si longtemps. « Tu nous as dit qu'elle l'avait quitté. Tu nous as dit qu'elle était instable. » Bientôt, la place explosa en un rugissement d'indignation. Julien leva la main et la foule se tut. Il regarda directement Silas. « Il y a 20 ans, tu as chassé une femme sous la pluie parce que tu voulais jouer à Dieu avec l'avenir de son fils. Tu pensais que parce qu'elle était pauvre, elle était invisible. Tu pensais qu'en enterrant une lettre sous un plancher, tu pourrais enterrer la vérité. Mais tu as oublié une chose, Silas. L'amour d'une mère est un cœur d'or qui ne cesse jamais de briller, même dans la cave la plus sombre. » Un bourdonnement sourd fit vibrer la place. La foule s'écarta pour laisser passer une limousine gris anthracite identique à celle de Julien. Elle s'arrêta au pied de l'estrade. La porte fut ouverte par le chef de la sécurité de Julien, mais tous les regards étaient fixés sur la femme qui en descendit. Les villageois eurent le souffle coupé. Rose Cole, vêtue d'une robe de soie bleu doux et d'un rang de perles, était debout devant eux. Elle paraissait digne et belle, loin de la femme aux mains gercées trouvée sur le marché la veille. Elle monta les marches de l'estrade et se tint devant l'homme qui avait volé 2 décennies de sa vie. « Je ne suis pas un fantôme, Silas, » dit-elle d'une voix empreinte d'une nouvelle force inébranlable. « Je suis la mère que tu as essayé d'effacer, et aujourd'hui, je rentre à la maison auprès de mon fils. » Elle se tourna vers Julien, et la dureté dans les yeux de celui-ci fondit instantanément. Il lui prit la main. Le vide dans sa vie était comblé. Julien se tourna vers la foule. « Je n'ai pas racheté Oak Haven pour construire un complexe pour les riches. Je ne suis pas venu démolir votre histoire. » Il sortit de nouveaux documents de la boîte en métal. « Je suis venu restaurer ce qui a été volé. »
Silas a détourné des millions pendant que vous souffriez. Aujourd'hui, ces comptes sont gelés. Cet argent revient à ce village. Nous ne construisons pas un complexe hôtelier. Nous construisons l'hôpital Rose Cole et une nouvelle coopérative de logement. Oak Haven ne sera plus un monument à la pauvreté, mais un lieu d'espoir. Alors que les sirènes retentissaient et que la police arrivait pour menotter Silas, les villageois regardaient avec une révérence silencieuse. Le fils milliardaire et sa mère que l'on croyait morte se tenaient ensemble. Deux survivants de la cupidité revenus avec un héritage de vérité. La saison de la guérison commençait. 3 mois passèrent. La poussière rouge qui étouffait autrefois les rues avait laissé place à des routes fraîchement goudronnées. Oak Haven était devenu un sanctuaire. Julian se tenait sur le porche de sa maison d'enfance. Il avait refusé de la démolir, choisissant de la restaurer avec les meilleurs matériaux. Les murs étaient en cèdre robuste et le toit en tuiles rouges éclatantes, le toit dont sa mère avait toujours rêvé dans ses histoires. La porte moustiquaire grinça. Rose sortit, vêtue d'une robe en soie crème. Ses mains avaient été soignées par les meilleurs spécialistes, et bien que les cicatrices demeuraient, ses doigts ne tremblaient plus. Elle tenait 2 tasses de thé au miel. « L'hôpital est presque fini, Julian, dit-elle. Julian sourit en prenant sa tasse. « C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, maman. Pendant des années, j'ai cru que le succès se résumait aux chiffres sur mon compte bancaire. Mais en étant ici avec toi, je réalise que les milliards ne servent que lorsqu'ils sont utilisés pour protéger ceux que l'on aime. » Plus tard, Elena s'approcha de la maison. Elle n'était plus la serveuse craintive, mais la directrice de la coopérative du village. Julian l'avait nommée après avoir vu son cœur d'or lorsqu'elle avait offert de la soupe à un mendiant. « La première cargaison de fournitures pour l'école est arrivée, Monsieur Cole, » dit-elle avec un large sourire. « Appelle-moi Julian, Elena. Dans ce village, nous sommes tous une famille. » Alors que le soleil se couchait, Julian s'assit à la table de la cuisine et ouvrit la boîte en métal gris. Il regarda l'enveloppe jaunie et les 4 pages qui avaient sauvé sa vie. Il n'avait plus besoin de les lire, les mots étaient gravés dans son cœur. Il y replaça la vieille photo de sa mère et en ajouta une nouvelle, lui et Rose, ensemble, le jour de l'arrestation de Silas. Le monstre était parti, condamné pour détournement de fonds et fraude, et le roi avait ramené sa reine. Julian referma le loquet de la boîte avec un clic ferme et satisfaisant. Il réalisa que le test qu'il avait imposé au village était en réalité un test pour lui-même. Il avait appris que l'argent va et vient, mais que le caractère reste pour toujours. Il rejoignit sa mère sur le porche. Sous les étoiles d'un Oak Haven prospère, Julian ressentit une paix inconnue depuis 20 ans. La vérité les avait libérés. L'histoire du milliardaire qui revenait vers ses ruines était terminée, mais celle du fils qui avait retrouvé son cœur ne faisait que commencer. Le voyage de Julian nous rappelle que le costume le plus cher au monde ne peut cacher un cœur brisé, et que la vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. La véritable leçon est que ce que nous montrons quand nous n'avons rien n'est ce qui nous définit vraiment. À mon avis, la plus belle partie de cette histoire n'était pas seulement la justice, mais la volonté de Julian d'échanger sa fierté contre la vérité. Il faut un homme vraiment accompli pour retourner dans la boue de son passé et admettre que ces milliards semblaient vides sans la mère qui avait sacrifié son identité pour le sauver. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quel était votre personnage préféré? Était-ce Rose pour sa force silencieuse, Julian pour son courage face aux mensonges, ou peut-être Elena, qui a prouvé qu'un cœur d'or est la plus grande des richesses? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Dites-le nous dans les commentaires.